Bienvenue de nouveau après l'été sur les petits ateliers voilà, qui font pas forcément plaisir mais qui sont nécessaires pour la rentrée. Aujourd'hui, on va aborder un point crucial, notamment au vu de la situation actuelle et qui risque clairement pas de s'améliorer dans les prochains mois, le recouvrement et notamment le recouvrement amiable. Donc l'objectif, ça va être de savoir relancer donc, efficacement pour justement sécuriser ce risque. Alors on va voir comment on va faire. Alors, si j'arrive à changer. Hop là, c'est là. Forcément. Ça va le faire. Ouais. Alors, est-ce que... Ouh, ok. C'est bon. Alors, tout d'abord, voilà, quelques chiffres, encore une fois. Un rappel qu'il est bon de faire, parce qu'on pense que c'est toujours les autres qui sont concernés, mais ça arrive à n'importe qui. En 2024, il y a quand même eu 65 000 faillites en France. C'est un record historique. Et pour 2025, on va très largement dépasser même les 68 000. On ne fait qu'augmenter depuis la période Covid, clairement. À noter, notamment sur ces éléments-là, que 93% des faillites sont des TPE. C'est quand même, et en sachant que les TPE représentent presque 98% de notre économie, c'est énorme parce que effectivement, ce sont généralement des entreprises qui n'ont pas suffisamment de trésorerie pour faire face à la moindre difficulté. Donc c'est elles qui sont le plus confrontées à ce genre de choses et d'où l'intérêt de sécuriser justement son processus de facturation et de recouvrement. Et donc on remarque que sur toutes ces faillites, 25%, donc c'est quand même un quart des faillites qui sont dues justement à ces retards de paiement. Donc voilà. Alors, de manière assez classique, on peut voir un retard de paiement. Je dis souvent qu'un client qui ne paye pas à l'heure, en fait, finalement, c'est un prêt gratuit que vous lui faites. Clairement, il ne faut pas voir la relance comme un acte qui est agressif. C'est clairement pour vous un outil de gestion de trésorerie. Et le recouvrement doit faire partie, c'est une étape clé pour obtenir une trésorerie saine. Parce que non seulement elle aura un impact considérable sur donc votre besoin en fonds de roulement, le BFR qu'on avait évoqué dans un précédent atelier, mais ça va surtout assurer la poursuite, la continuité et le développement de votre activité. Donc, le principe général, c'est pas faire du recouvrement pour faire du recouvrement. Généralement, quand on est là, c'est qu'il y a un problème avant. Donc, le principe, c'est d'anticiper, de relancer, on va le voir, j'ai élaboré un planning, etc., je vais vous expliquer. Anticiper, relancer rapidement et évidemment rester à toutes les étapes du processus professionnel, puisque alors en fonction travailler en B2B ou en B2C, on est quand même, encore une fois, c'est de l'humain, hein, ça dépend du caractère de chacun, voilà, des relations de chacun. Mais c'est des éléments qui sont aujourd'hui essentiels et d'autant plus quand on voit la situation économique actuelle. Donc, j'ai décrit les objectifs structurés. On va voir plusieurs choses, à la fois la relance écrite, la mise en demeure et la relance téléphonique. Donc, la première partie va vraiment s'orienter là-dessus. Après, donc voilà, comment rédiger la mise en demeure persuasive, conduire une relance téléphonique professionnelle, qui est, je dirais, un des points les plus importants de cette procédure, parce que c'est clairement par la relance téléphonique qu'on obtient le plus de recouvrement. Et enfin, voilà, comment organiser tout ça pour mettre en place une stratégie de relance qui soit progressive. Ça, c'était mon petit plan qui suit hop là, les éléments. Alors, on va commencer par la relance écrite.
Donc la relance écrite, il y a, je dirais, 3 stades. La relance préventive, la relance simple et la relance ferme. Le planning que vous voyez là est un planning à titre exhaustif. Évidemment, si vous envoyez, votre relance préventive à J-7, J-8, ça n'a pas d'impact. Voilà, mais l'idée, en fait, c'est voilà, de vous donner justement un ordre d'idée sur le timing à avoir par rapport à un calendrier de relance. Donc, ce qui est essentiel, c'est généralement de faire un rappel au client que la facture arrive à échéance. Donc voilà, c'est bien 5 à 10 jours avant d'envoyer par mail, par SMS, en fonction de ce que vous avez, ce rappel-là. Ensuite, à une semaine après, alors parce que donc la facturation, généralement, elle est à 30 jours. À 30 jours plus, du coup, 6 jours, puisque vous avez déjà 6 jours de retard par rapport au paiement. Ce que j'aime bien, moi, prodiguer par rapport au client, c'est d'ores et déjà appeler ce dernier pour comprendre l'origine du retard. Encore une fois, l'appel téléphonique sera toujours beaucoup plus rapide qu'une lettre, parce que tout simplement, les courriers, alors, entre les services de la poste, qui sont clairement parfois défaillants, la mauvaise adresse, ou ça atterrit dans le mauvais service, ou ça se perd sur un bureau. Voilà, c'est des choses qu'il faudra mettre en place pour avoir des preuves, mais l'objectif, encore une fois, est d'obtenir un paiement le plus rapidement possible. Donc si déjà à une semaine après le retard, il suffit d'un appel pour que la personne, elle a simplement oublié et il suffisait juste de cet appel pour lui rappeler, on opte pour ça. Donc voilà, premier appel à environ une semaine après la date d'échéance. Hein. Ensuite, justement, on va commencer à inscrire des preuves. Donc J+12, donc 2 semaines après, vous envoyez une simple lettre de relance. On va voir après le format, etc. Elle a vraiment pour objectif d'effectuer un rappel. Hein. La plupart des problématiques en recouvrement, c'est simplement des oublis, hein, dans 80% des cas. Donc les gens, voilà, sont juste parfois désorganisés, ou c'est un oubli, ou ils pensaient que c'était parti, ça ne l'est pas. Mais il n'y a pas plus de problématiques que ça. Donc cette relance va être simple, va être cordiale, mais voilà, le ton reste ferme, mais on n'est pas encore dans une démarche, je dirais, agressive ou de litige ou quoi que ce soit. Ensuite, à J+22, alors ça, c'est généralement... déjà, quand on arrive à là, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir la première fois la personne au téléphone, ou alors qu'on n'a pas pensé à noter son numéro, ce qui est regrettable, ou que tout simplement, on n'a pas eu de retour à notre relance, à notre première relance. Donc, j'aime bien prodiguer un deuxième appel à ce moment-là. Et si, encore une fois, soit ça ne répond pas, tout simplement parce qu'ils font l'autruche, j'envoie à ce moment-là une deuxième lettre de relance, toujours amiable, on n'est pas encore sur la mise en demeure, mais cette fois un peu plus ferme, pour rajouter encore une preuve, un écrit sur la démarche. Ensuite, à J+30, donc on est déjà à 1 mois de retard par rapport au paiement à l'échéance prévue. Là, mise en demeure directe. Il n'y a pas de questions à se poser. Je dirais même honnêtement, puisque en fonction, vous voyez, s'il y a un retour ou pas. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose. Encore une fois, c'est de l'humain, c'est des relations commerciales, c'est quelque chose que vous devez sentir. Si déjà à J+, vous n'avez pas eu de premier appel téléphonique, la première lettre de relance, il n'y a eu aucun retour, vous faites par hasard un deuxième appel, ça répond toujours pas, et que voilà, vous savez très bien que la deuxième lettre de relance, elle n'aura pas de retour non plus, vous pouvez très clairement avancer cette mise en demeure. La mise en demeure, c'est ce qui fera foi, enfin c'est ce qui fera foi. Elle a évidemment plus de valeur juridique,
quand bien même les 2 premières relances feront partie, voilà, du processus qui sera mis en avant, devant la justice si besoin. La mise en demeure marque un tournant au point de vue juridique parce qu'elle a une valeur. Donc vous pouvez très clairement l'avancer. Et enfin, vous voyez le delta que j'ai mis entre la mise en demeure et l'injonction de payer est relativement court, tout simplement que généralement, quand il y a une mise en demeure, enfin quand il y a un réel litige sérieux, ça sert à rien d'attendre plus longtemps. Encore une fois, si c'était simplement qu'un oubli ou voilà, juste peut-être une problématique, bon, ok, le client est pas très content d'un service, bon, bah, vous avez réparé, vous avez fait une proposition de réparation pour vous rattraper, etc. Généralement, dans ces cas-là, on n'arrive jamais jusque-là. Le client paye toujours avant. Donc, c'est vraiment à partir de la mise en demeure et de l'injonction de payer. Donc, l'injonction de payer, on est sur les prémices du recouvrement judiciaire. Ça va être un titre exécutoire que vous pourrez demander en fait simplement à faire transmettre par un huissier. Et donc ça, c'est un élément en plus dans la procédure. Mais déjà, quand on arrive à là, c'est que ça concerne généralement, j'ai envie de dire, 10%. Dans les 20% qui restent, où c'est pas des oublis, ça concerne 10% des mauvais payeurs. C'est qu'il y a vraiment un litige derrière beaucoup plus lourd et que la procédure, là, on va se diriger vers du recouvrement judiciaire. Voilà. Alors, hop là, la suite. Donc, pour structurer une relance écrite efficace, donc il y a quelques rappels à intégrer. Je vais vous montrer un exemple par la suite, hein. Mais il y a évidemment plusieurs choses à mettre dans cette lettre, que ce soit donc le montant, l'échéance, la référence des virements du RIB à indiquer, et également les conséquences financières. Il faut savoir que dans vos conditions générales de vente, donc ces dernières doivent être prévues à la fois sur votre facture et dans les conditions générales de vente, vous avez le droit par défaut à 40 € forfaitaires d'indemnité. Ça, tout le monde y a droit. Bon, après, on peut discuter de l'impact de cette indemnité. Voilà, 40 €, c'est une somme dérisoire, enfin, voilà. Mais c'est quelque chose auquel toutes les entreprises, toutes les facturations, tous les contrats, peu importe les cas, cette indemnité est, entre guillemets, obligatoire. Ensuite, vous pouvez mettre en place des pénalités de retard. Dans les pénalités de retard, il y a 2 types. En sachant que la fixation, vous pouvez fixer votre taux d'intérêt, c'est relativement flexible sur ça, mais il y a quand même certaines conditions à respecter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Et évidemment, il doit également rester raisonnable et non abusif. C'est-à-dire que là, en 2e semestre 2025, le taux minimum est de 8,28%. Donc, vous ne pourrez pas prévoir un taux qui est en dessous, mais également, vous ne pouvez pas prévoir un taux de pénalité qui est à 25%. C'est déraisonnable par rapport au taux en vigueur. Donc voilà, après, c'est encore une fois l'appréciation du juge, etc. Vous pouvez aller jusqu'à 9, jusqu'à 10, ça reste relativement raisonnable. Mais c'est voilà, le minimum est à 8,28. Vous pouvez sinon opter, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est à chaque fois, et notamment lorsqu'on a des contrats, alors pour les prestataires de services, c'est peut-être plus simple de faire je dirais au cas par cas en fonction de ces contrats, parce qu'on a un peu le temps de justement vérifier ces données-là avant de signer des contrats. Vous pouvez opter également pour le taux de refinancement de la BCE. Donc, c'est vraiment au choix. Soit c'est le taux d'intérêt légal au minimum, ou un autre taux, comme j'ai dit, un peu plus supérieur, soit c'est le taux de refinancement de la BCE. Et il faut, alors ça change tous les semestres. Donc, généralement, c'est intéressant de faire un point au début de chaque semestre pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et par hasard, est-ce que je modifierais pas mes conditions générales de vente par rapport à ça? Parce que là, typiquement,
Alors oui, le taux de refinancement de la BCE est plus volatile, mais à celui-là, on ajoute 10 points sur ce taux. Donc, en 2025, le taux était à 2,15, ce qui fait que le taux de pénalité que vous pouvez appliquer est à 12,15%. Donc là, on note clairement un avantage sur les pénalités que vous pouvez appliquer. C'est pour ça que c'est des éléments, voilà, encore une fois, moi je pense qu'il est intéressant de faire un point chaque semestre pour aller voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Vous le faites une fois, enfin 2 fois dans l'année du coup, et puis au moins vous optimisez la chose. Donc voilà. Okay. Donc Banque centrale européenne, hein. Oui, BCE, pardon, Banque centrale européenne, ouais. Merci. C'est vrai que j'ai oublié de décrire précisément. Alors là, on va voir. Alors normalement, j'espère que c'est relativement lisible, mais un exemple de lettre de relance écrite. Vraiment là, c'est la première. On est vraiment au stade, c'est un rappel, c'est peut-être juste une erreur, un oubli, rien de dramatique. Donc, comme on peut le voir, alors là, c'était un cabinet, donc moi qui travaille en cabinet donc d'expertise comptable, on travaillait avec un cabinet administratif qui effectuait le recouvrement pour le compte de nos clients. Il faut savoir également que maintenant, les experts comptables, si vous avez un cabinet, peuvent réaliser ce genre de mission. On a le droit à la fois de faire la partie de recouvrement pour votre compte et également réaliser les paiements fournisseurs. Si vous voulez déléguer de la gestion administrative, les experts comptables sont également autorisés à faire ce genre de choses. Donc si vous avez un cabinet, n'hésitez pas à leur demander à ce que vous déléguiez ces tâches parce que maintenant c'est tout à fait autorisé. Hein. Donc, nous avons été mandatés, voilà. On rappelle donc le paiement de la facture numéro, donc là, FA 00080, avec le montant, TVA incluse, qui a été émise avec la date d'émission de la facture, et dont le paiement n'a toujours pas été enregistré sur nos comptes. On rappelle que le délai de paiement, le délai de paiement applicable, alors encore une fois, dans la règle générale, il est fixé à 30 jours, mais attention, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Par exemple, la joaillerie, le délai de paiement n'est pas le même. L'agriculture non plus. Donc, ça, on pourra en parler. Enfin, voilà, si vous avez besoin de connaître votre délai de paiement applicable à votre secteur, on pourra en discuter après. Mais c'est déjà bien d'être au courant. Sinon, le délai légal est de 30 jours. Donc, l'échéance fait que c'était au 7 juillet 2024, puisque émise le 7 juin 2024. Hein. Donc, ce qui accuse un retard, etc. On rappelle les éléments. On donne une échéance pour régulariser. Donc voilà, on dit on vous remercie de régulariser dans les 10 jours ouvrables, par virement. On n'oublie pas d'ajouter le RIB à la lettre également. Et attention aussi, je vois trop d'entrepreneurs qui oublient de mettre le RIB sur leur facture. Et ça, c'est bête, mais c'est une des premières causes de retard de paiement, parce que les clients, il faut se mettre à la place du client, il aura la flemme. Donc s'il a la flemme, il ne va pas faire d'efforts. Et il va mettre nécessairement plus de temps à payer qu'un client qui aurait reçu sa facture et sur lequel il y aurait le RIB. Donc, faites bien attention à ces éléments-là, que ça soit bien apparent, que les clients n'aient pas de questions à se poser. Il faut vraiment que pour le client, ça soit limpide, clair, voilà, que ça soit fluide. Sinon, vous provoquez vous-même un retard de paiement. Donc, ensuite, on rappelle, une fois qu'on a dit qu'on a joint le RIB, etc., on rappelle les pénalités qu'on a prévues. Donc, on voit ici les frais de recouvrement de 40 €. Et donc, les pénalités, il peut également être envisageable d'inscrire dans vos conditions générales de vente des pénalités conventionnelles prévues au contrat. C'est également possible. Encore une fois,
ça, vous ne pouvez pas aller réclamer 5 000 €, mais il faut que ça soit juste et raisonnable. Si vous prévoyez, donc il y a l'indemnité de 40 €. En plus de ça, il y a les pénalités de retard. Vous pouvez prévoir une indemnité supplémentaire de 100 € si la facture est en retard au bout de tant de jours de retard, etc. C'est tout à fait possible. On remet également un duplicata de la facture pour peu que, encore une fois, ça soit une personne désorganisée qui l'ait oublié et que du coup, il n'ait même pas vu le RIB, hein, tout simplement. On la remet également en PJ. Et encore une fois, on est à cette étape sur vraiment quelque chose, on est encore on est dans le recouvrement amiable, donc on est encore, tout va bien, la relation commerciale n'est pas entachée de quoi que ce soit, il n'y a pas encore de litige, on est dans l'écoute, on est dans la discussion. Si jamais il est important de rappeler à la fin de la lettre de relance qu'en cas de difficulté de paiement, et notamment d'autant plus aujourd'hui, avec la situation économique actuelle, voilà, on est prêt à discuter, on n'est pas fermé. Le tout, c'est qu'à la fin, tout le monde soit content, que vous obteniez votre paiement. Si ça doit être en 3 fois, ça sera en 3 fois. Et voilà, il faut rester ouvert à la discussion à ce stade-là. Voilà. Ensuite, alors sur la mise en demeure Juste une persuasive. question Alors, du coup. ouais, vas-y. Cette lettre-là, si tu retournes dessus. Ouais. Bon, bah, après, t'embête pas sinon. La question, c'était de voir si les personnes, tu leur recommandes d'utiliser un modèle qu'on peut retrouver sur un site en particulier, ou alors de voir directement avec leur cabinet pour avoir quelque chose de carré sur ce sujet-là. Alors honnêtement, on pourra très facilement trouver sur internet des OK. modèles, hein. Le tout est vraiment, encore une fois, de respecter entre guillemets les parties. La première, c'est vraiment reprendre tous les éléments, le numéro Mmh. de facture, la date d'émission, ensuite rappeler l'échéance, le nombre de jours de retard qu'il y a eu, Ouais. rappeler les pénalités auxquelles la personne doit faire face, du coup. Pas oublier les PJ, RIB, facture, etc. Et à la fin, la petite phrase de conclusion pour dire on est quand Mmh. même ouvert à la discussion. Voilà, Ouais, OK. simplement, il faut que ces parties-là soient respectées. Et après, mais il y a plein de modèles sur Internet qui seront disponibles. Mais c'est D'accord. vraiment ces points-là auxquels il faut faire attention. Mmh. OK, merci. Voilà. Sur la mise en demeure, alors vous verrez que le modèle ne sera pas si différent que ça. Donc, alors attendez, je reprends un peu mes marques aussi. Donc, le débiteur, par cette mise en demeure, donc, est sommé par un acte, pour le coup, juridique, de payer. Et donc, cet acte est ce qu'on appelle en fait, forme ce qu'on appelle une interpellation suffisante, puisque d'un point de vue juridique, c'est là où on va vraiment commencer les procédures. Les procédures. Là, on rentre un petit peu plus dans le dur. Voilà. Et là, on lui rappelle clairement ses obligations, puisqu'encore une fois, c'est simplement du droit contractuel, hein. Vous devez fournir une prestation ou livrer un bien, lui est en charge de payer et de réceptionner le bien. Point. Donc chacun a des obligations, ce n'est pas que vous, ce n'est pas que lui, mais il doit également les respecter. Donc là, l'objectif, c'est de marquer une rupture. On rentre dans quelque chose, encore une fois, de plus dur. On n'est pas dans la menace. On doit rester quand même relativement cordial dans la discussion, dans l'ouverture. Évidemment, le format qui est recommandé, c'est donc la lettre recommandée avec accusé de réception. Et en plus de ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'envoyer par mail une copie de la lettre. Comme ça, quand bien même, on ne sait jamais, si l'adresse qui vous a donnée est fausse, tout simplement, qui vous a donné une autre adresse, ou que, encore une fois, les services de la poste sont défaillants, qu'elle n'arrive pas, enfin voilà, on ne sait jamais.
et que vous avez évidemment son adresse mail, c'est pas mal de doubler. Parce qu'il il pourra difficilement s'exonérer et dire ah bah non, j'ai jamais reçu, etc. Donc, j'aime bien toujours doubler ces éléments-là. Et également, c'est possible pour, je l'ai pas dit avant, mais faites-le également pour les lettres de relance entre guillemets normales. Doublez toujours par un mail avec la lettre en copie. Encore une fois, on ne sait pas sur quel bureau ça atterrit, sur quel service, etc. Ça ne fera jamais de mal de doubler ces éléments-là. Alors, sur la mise en demeure, on va voir exemple ici. Donc voilà, on rappelle déjà dans un premier temps les courriers qui ont été faits dès le début. Hein. Et donc, on rappelle également la somme de la facture, le numéro, la date, etc. Là, on insiste un peu plus quand même sur le côté, par contre, clairement que ça porte un préjudice important pour l'entreprise, parce que, encore une fois, si tout le monde faisait ça, et on le voit, les faillites arrivent de plus en plus, donc ça ne cesse d'augmenter. Donc, voilà, on le met donc en demeure de payer la somme de temps qui correspond donc à la somme de la facture, et on rappelle le montant des pénalités qui s'élève, vous faites votre calcul, donc selon voilà, les conditions générales de vente que vous avez prévues, etc. Donc on voit bien qu'il y a encore une fois vraiment différentes parties qui sont distinctes. Encore une fois, il y a plein de modèles sur Internet, vous pouvez les reprendre, mais il faut vraiment respecter ces différentes parties. Le rappel de la facture, le montant du coup qu'il nous doit avec les pénalités. Ensuite, l'échéance qu'on lui donne. On lui dit, bah voilà, défaut de régularisation dans les 8 jours. On poursuivra la procédure. Et encore une fois, ça fait pas de mal, on reste ouvert, on n'est pas fermé, etc. En cas de difficulté, merci de nous contacter, on essaiera de trouver une solution amiable. Remettez encore une fois dans la mise en demeure la facture et le RIB, ça fera jamais de mal. Mais voilà, donc là, on est, comme je disais, c'est une rupture, mais sans menacer. C'est-à-dire que là, ça y est, on passe à un stade supérieur, on le met en demeure de payer, donc juridiquement, ça a une valeur supplémentaire. On lui indique les pénalités à ce jour qui sont calculées. On lui donne l'échéance auquel il a le droit, auquel cas, vous serez tout à fait légitime à aller beaucoup plus loin. Et vous le ferez. Parce qu'il y a aussi beaucoup, malheureusement, d'entrepreneurs qui se disent bon, allez, je vais faire ma mise en demeure, etc. Mais après, il n'y a plus rien. Et la pire chose à faire, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de la procédure. C'est de se dégonfler par peur de la relation commerciale, etc. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez déjà pas payé, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de garder une relation commerciale avec cette personne-là? Enfin, encore une fois, en fonction du client, si ça fait plusieurs fois, si c'est un client où ça a toujours été commercialement difficile, il y a toujours eu des difficultés, etc. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, commercialement parlant, à aller voir ailleurs, travailler avec d'autres personnes? Si on est sur, malheureusement, c'est un client, c'est la première fois que vous travaillez avec lui, ou peut-être la deuxième. La première fois, ça s'était bien passé, mais là, il a mis un peu de retard, et puis il était parti en vacances, donc il n'a pas vu les lettres de relance. Voilà, c'est encore une fois, c'est du cas par cas, c'est de l'humain, c'est à adapter, c'est votre ressenti surtout. Mais je vous incite à aller à chaque fois au bout des procédures. Quand bien même ça doit aller au judiciaire, etc., vous vous entourez de professionnels compétents si besoin. Mais ne vous laissez pas avoir parce que ça sera 1 plus 1 plus 1 et à la fin, vous ferez partie des 93% des TPE qui font faillite. Donc voilà. Alors là, on va rigoler un peu plus. On va parler de la relance téléphonique.
Donc, encore une fois, mais je radote, hein, mais Ça, c'est c'est pas c'est évident vraiment par contre. un élé ouais, alors c'est pas évident et c'est surtout que, bah, pour le coup, c'est très personnel, Mmh. parce que ça dépend de notre caractère, clairement. Est-ce que déjà, rien que les relances écrites, il y en a qui ont du mal à les envoyer. Alors, Mmh. en plus, quand il faut appeler quelqu'un pour lui dire: «Au fait, tu me dois de l'argent», C'est ça. c'est toujours plus compliqué, parce que ça fait pas plaisir, c'est désagréable, que si la personne, et bah, elle avait respecté son contrat, comme d'habitude, comme les autres, on n'en serait pas là. Donc, je comprends que ça soit compliqué pour vous, en tant qu'entrepreneur, mais il faut également penser à adapter sa relance à la personne qu'on a en face. Mmh. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut pas, appliquer la même procédure de recouvrement à, chaque débiteur. Encore une fois, c'est du cas par cas, et notamment quand on va les appeler. Donc là, j'ai fait un petit tableau où, grosso modo, vous avez les 5 profils, de débiteurs qui existent. Hem, alors, vous pourrez me dire: «Bah oui, mais je sais pas, moi, c'est la première fois que je commerce avec lui, je sais pas, je le connais pas la personne». Alors évidemment, heu, ça c'est pas applicable si c'est une première relation. Là, on est vraiment sur quelque chose où, c'est une relation commerciale, qui a déjà eu lieu plusieurs fois. Voilà, vous commencez un peu à connaître, la personne, ses goûts, sur vos prestations, sur, les choses que vous lui vendez. Vous êtes capable, de distinguer un type de profil. On est vraiment dans cette partie-là. Donc la première partie, c'est la personne stressée. Tout simplement, elle est tendue, rien qu'à l'idée d'évoquer un retard, de paiement. Elle est généralement, voilà, chaotique, elle est confuse, un peu bordélique, hein, on va le dire aussi. Heu, son excuse type, généralement, c'est: «Ah bah, je pensais vous avoir réglé la totalité, je pensais pas avoir de dette, combien je vous dois?» Voilà, c'est pas forcément, c'est une personne qui est stressée sur son organisation de ses finances, mais qui fait pas ça de mauvaise foi. Heu, donc là, tout simplement, vous abordez la problématique de manière très simple, hein. Soit, vous lui rappelez les sommes qu'elle vous doit. Vous proposez, si vous sentez que voilà, il y a peut-être derrière des soucis financiers, et cetera, vous proposez un échelonnement de paiement en plusieurs fois. On évite la crise de panique et vous avez votre paiement. C'est le principal. Encore une fois, vous, votre objectif, c'est pas de rester buté sur il me faut le paiement entier tout de suite maintenant. Non, l'objectif, c'est que à terme, vous obteniez la totalité du paiement. Donc, quitte à s'ouvrir un peu, quand bien même c'est désagréable de devoir échelonner pour vous un paiement que vous aviez prévu peut-être en une seule fois pour faire des investissements, etc., ou autres, quitte à échelonner, mais au moins vous aurez la totalité. Ensuite, donc on est encore sur la personne qui est pas de mauvaise foi, hein, on est sur le sincère. Donc la personne, bah là, elle est dans le besoin, elle est aimable, coopérative. Généralement, son excuse type, c'est bah voilà, j'aimerais vous régler, mais j'avoue que là, en ce moment, c'est un peu compliqué et j'ai d'autres dettes à payer. Donc là, typiquement, on reste dans l'empathie, on reste sur une approche amiable, ouverte, sur de la discussion. Euh, Bien sûr, si la somme est faible, si on parle, je ne sais pas, d'une somme à 100 euros, bon, on est amiable, mais le paiement, vous pouvez lui donner comment dire, une échéance de paiement un peu plus éloignée, mais il faut rester ferme pour le coup sur la totalité de la somme. Si la somme est élevée, par exemple, je sais pas, sur 100 euros, oui, elle va vous régler 100 euros d'un coup. Ça, on ne va pas commencer à payer 50 plus 50. Voilà. Mais si la somme, c'est 3000 euros, bon, peut-être que là, encore une fois, on va proposer un échelonnement de paiement, ça sera un peu plus viable. Ensuite, on arrive sur le dominant. Alors, le dominant, là,
on commence doucement à être sur des personnes avec des caractères alors compliqués à prendre au téléphone, mais pour autant, encore une fois, c'est votre pérennité dont il est en jeu. Donc il faut pas se laisser faire face à ces personnes-là, évidemment. Donc le débiteur va, de prime abord, se mettre en position de force. C'est-à-dire que il va tout de suite être réactif. On est généralement sur des personnes un peu colériques. Elle va tout de suite réagir ou être désagréable avec vous au téléphone. Et voilà, son comportement peut varier de la défense à la fureur, à l'agressivité. Généralement, son comportement type, c'est comment osez-vous dire que je suis en retard, mais non, mais je vous ai déjà réglé, mais c'est pas possible, non, mais je vais vous le prouver, je vais retrouver le mail, etc. C'est vraiment, il n'y a pas de remise en question immédiate de soi-même, quand bien même il est en erreur ou quoi que ce soit, hein, mais il faudrait vraiment rester pour le coup sur solide, je dirais, face à ce genre de personnes. Donc moi, ce que je conseille, bah, voilà, c'est vraiment vous restez calme, honnête et voilà, vous restez ouvert à la discussion sur ces éléments-là. J'ai envie de comparer ça à un roseau. Vous êtes tel le roseau, c'est-à-dire le roseau se plie, il est souple, mais il ne casse jamais. Donc, quand bien même c'est une grosse bourrasque de vent, vous vous pliez fortement et c'est désagréable, soit, mais vous ne rompez pas. Donc, vous le traitez ce client avec respect, toujours, parce qu'en fait, c'est surtout que si vous renchérissez, et je sais à quel point parfois ça peut, on peut avoir envie, ou même parfois ça peut être un automatisme, on nous parle mal, bah, je vais te parler mal automatiquement parce que c'est des systèmes de défense, c'est humain. Encore une fois, c'est des choses, c'est le caractère humain, c'est personnel, c'est donc, mais il faut vraiment, et je vais reprendre après comment on fait l'approche. Il faut vraiment, avant que vous appelez, enfin, si vous connaissez d'ores et déjà ce genre de caractère de votre client et que vous l'appelez, il faut vraiment se mettre dans une bulle. Il faut vraiment ne pas déroger à ces trois mots qui sont, je dirais, le calme, le respect, le professionnalisme, parce que ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. À l'inverse, vous faites un seul faux pas, vous êtes sûr et certain que ça va, si ce n'est déjà engendrer un retard de paiement, non seulement entacher la relation commerciale, parce que, je ne sais pas, on peut avoir des clients colériques, mais qui constituent une très grande partie de votre portefeuille. C'est un très gros client qui vous apporte beaucoup de chiffre d'affaires. Voilà, là, il y a une balance à faire entre savoir est-ce que je continue à travailler pour cette personne-là, quand bien même elle est tout à fait désagréable, mais en même temps, elle m'apporte beaucoup d'argent. Ou voilà, être dans le côté les chiens à bois, la caravane passe, quoi. C'est vraiment cette balance à faire, et encore une fois, c'est hyper personnel en fonction de chaque entrepreneur. Il y en a qui vont clairement pas digérer et ça va être radical et la relation sera coupée suite à ça. Il y en a qui accepteront un peu plus de se plier au bourrasque en sachant que voilà, c'est le caractère de la personne, elle est comme ça, elle viendra toujours gueuler derrière, mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est vraiment, c'est très personnel. Là, généralement, ce qui va se passer, c'est que c'est le client qui va décider de régler selon ses modalités. On évite pour le coup, dans l'appel d'effectuer des pressions parce que alors là, vous êtes sûr de le braquer. Vous lui dites simplement que voilà, vous, il faut qu'à telle date, le paiement soit obtenu parce que vous avez déjà tant de jours de retard, etc. Après, voilà, pour le coup, l'échelonnement de paiement, etc.,
généralement, soit ils vont décider eux-mêmes de vous le faire, parce que, encore une fois, c'est des dominants, donc c'est eux qui vont dire: «Bah, voilà, je vous paye lundi 1 500 € et le lundi d'après, je vous paierai 1 500 €, de plus, mais c'est tout, ça sera comme ça et pas autrement». Voilà, faut laisser faire, faut le pour le coup, laissez-le prendre ses engagements. Ensuite, on a pour le coup le mauvaise foi, donc là, bah, c'est, quelqu'un de compliqué, puisqu'en fait, c'est généralement un débiteur qui connaît les règles, et qui sait également comment les contourner. Donc, c'est quelqu'un qui typiquement va vous dire: «De toute manière, j'ai pas l'argent, vous pouvez rien me faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me faire un procès et cetera. En plus, vous allez perdre plus d'argent que ce que vous allez en gagner», tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, pour le coup, est agressif, mais j'ai envie de vous dire par rapport au dominant, qui lui connaît, entre guillemets la façon dont ça fonctionne, les règles, et qui n'hésite pas à vous les mettre à la figure. Donc là, c'est pour ça que clairement, le système doit être à votre avantage et cela passe par une rédaction, heu, enfin je veux dire, correcte des conditions générales de vente, parce que c'est là où il vous aura. S'il voit une seule brèche, c'est là qu'il s'engouffrera. Pour le coup, sur ce genre de personnes, enfin si vous savez que encore une fois, c'est un client régulier qui, vous avez des grosses factures avec lui, et vous savez que son caractère est comme ça, les relances que vous ferez avec lui, quand bien même donc vous continuerez à commercer parce que, bah, on va pas cracher sur des clients, quand même, mais vous savez que voilà, son caractère est compliqué. Les relances que vous ferez avec lui seront rapides, fermes. Pour le coup, c'est un appel. Généralement, il répondra pas, hein, de toute manière. On est sur ce genre de personne, hein. Donc la relance écrite, j'ai envie de vous dire, elle arrive tout de suite après. On n'attend même pas 12 jours, 2 semaines de plus pour envoyer la relance, hein. Là, c'est tout de suite. La deuxième relance, elle arrive tout de suite aussi. Et la mise en demeure, elle arrive tout de suite. Il faut faire les choses de manière très rapide. Euh, et pareil, pour les gens, on a là, j'ai souvent remarqué également les débiteurs qui prétextent des blocages mineurs sur la commande. Il y en a qui vont vous dire: «Ah bah oui, mais j'ai pas reçu, ou je pensais que c'était pas comme ça, le bien que vous m'avez livré, ou alors je pensais que là je suis en vacances, je peux pas vous faire le virement», alors qu'on est d'accord que maintenant un virement c'est sur le téléphone. Enfin, je veux dire, et puis il y a plus de prétexte au paiement aujourd'hui. Voilà, c'est des gens qui vont vous inventer un peu des excuses faciles. Donc vous répondez entre guillemets à ces demandes. Si voilà, ah mais non, mais en fait avant de vous payer, j'avais une question, mais je voulais pas poser jusqu'à maintenant. Vous répondez à ces questions, à ces machins, mais vous restez ferme et vous montrez que vous ne cédez pas. Pour le coup, la personne de mauvaise foi, ça va être quelqu'un où, dans le caractère, commercialement parlant, ça va être difficile, mais c'est pas forcément quelqu'un de courageux. Donc, tout simplement, il ira pas enfin, en fait, c'est du bluff. Il va vous dire: «Bah oui, mais de toute manière, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux pas te payer ou j'ai pas l'argent, qu'est-ce que tu vas faire?» C'est du bluff. Et il ira rarement jusqu'au bout, parce que quand il verra que la mise en demeure, elle arrive, que l'injonction de payer, elle arrive, vous inquiétez pas que généralement, le paiement arrivera assez facilement. Donc voilà. Et on a enfin le, désorganisé, alors qui pour le coup, se rapproche beaucoup, du stressé, hein. Généralement, quand on est stressé, on est désorganisé, et quand on est désorganisé, on est stressé. Là, on est clairement sur quelqu'un, chaotique, hein, et subit son manque d'organisation. Son excuse type, c'est: «Ah bah je suis désolée, la comptable elle est en vacances, il n'y a que elle qui peut signer les paiements, on fera ça dès le retour». Enfin voilà, c'est un manque d'organisation interne. C'est son excuse. Généralement, encore une fois,
comme pour le stressé ou d'ailleurs le sincère, une simple relance écrite ou un simple appel suffira à clôturer le dossier. Généralement, il n'y aura pas trop de problématiques sur ces gens-là. Alors, pour mener une relance téléphonique professionnelle, une fois qu'on a détecté un peu le caractère de la personne qu'on a en face, ou alors que malheureusement, c'est la première fois que vous allez appeler ce client parce que c'est un nouveau client et dès le début, il y a des retards. Déjà, moi, ce que j'aime bien, alors avant d'aborder les points là qui sont marqués, c'est avoir les informations à portée de main. Avant de passer votre appel, il faut vous assurer que vous ayez sous les yeux toutes les informations nécessaires. Le nom du client, le numéro de facture, le montant et l'historique éventuel des relances que vous auriez faites. Ensuite, c'est une note à vous-même, hein, vous vous définissez votre objectif. Il est nécessaire de déterminer lors de cet appel ce que l'on souhaite obtenir de celui-ci. Est-ce que vous voulez simplement rappeler au client le paiement qui arrive à échéance, obtenir des informations sur le retard ou négocier un plan de paiement? C'est vraiment en fonction de la situation dans laquelle vous êtes avec lui, quelque chose à déterminer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est préparez-vous un petit script des points clés parce que quand on appelle et qu'on a, en l'occurrence, déjà pas les éléments sous les yeux et qu'on ne se prépare pas à l'appel correctement, on oublie des éléments importants ou alors on bafouille. Donc voilà, moi j'aime bien préparer un petit script, c'est rien de bien méchant, hein, c'est voilà, je me présente, enfin si voilà, c'est la première fois que vous l'appelez, vous confirmez bien que vous parlez à cette personne-là, parce que évidemment, si vous essayez de joindre une personne que c'est, je sais pas, son époux qui répond, hein, on est exemple, une entreprise familiale, ils bossent à deux, c'est madame qui gère la compta, c'est monsieur qui fait l'activité. Monsieur, entre guillemets, vu qu'il gère pas l'administratif, il en aura rien à faire, il faut parler à madame. Et ou alors, même si c'est un tiers qui est un salarié, il faut vraiment rechercher la personne en charge des paiements. Et notamment pourquoi? Parce que dans pas mal de cas, on se retrouve, en fait, c'est juste une impolitesse, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à parler d'une dette à une personne qui ne serait pas concernée ou pas au courant de la situation. Et ça, c'est délicat. Donc, faites bien attention à qui vous avez en face. Assurez-vous bien surtout que c'est la personne que vous devez avoir. Vous faites un rappel ensuite de voilà, votre produit, de votre service que vous avez eu. Moi, ce que j'aime bien lors d'un appel, c'est pas dire bonjour, je vous appelle, voilà, je parle bien à Madame XX. Au fait, pourquoi j'ai pas eu mon paiement? Non, on ne commence pas comme ça. Quand on appelle quelqu'un, quand bien même c'est juste un retard ou un oubli, commercialement parlant, vous ne pouvez pas aller réclamer l'argent comme ça. Il faut d'abord aborder le produit ou le service que vous avez vendu. Voilà, est-ce que je vous appelle, est-ce que vous avez été satisfait de la prestation ou du produit que vous avez reçu? Qu'en pensez-vous? Est-ce que toute la livraison s'est bien passée, etc. Parce qu'en fait, et là, c'est là où ça va être très important, c'est que déjà à ce moment-là, vous pouvez identifier des probables causes d'impayés, justement. C'est-à-dire que si la personne elle vous dit ah bah oui, mais en fait, moi j'ai eu un retard de livraison, machin, ou alors ah bah j'ai pas été satisfaite de la prestation parce que je sais pas, votre salarié s'est mal comporté lors du chantier ou je sais pas quoi. Là, vous avez déjà des causes. En fait, on sait pourquoi il y a un retard de paiement. C'est que la personne n'a pas été satisfaite. Et dans ce cas, OK, on acquiesce et on va être dans la résolution, je dirais, d'abord du problème commercial. Parce qu'en fait, une fois que vous avez résolu le problème commercial, la personne ne pourra plus vous faire de remarques qui empêchent le paiement. Donc, il faut d'abord résoudre ce problème-là. Donc, vous proposez des solutions. Je suis désolée. On n'avait pas abordé ce point avec lui sur le fait qu'il y avait un mur de plus à construire ou je sais pas quoi. Je suis désolée. Il y a un bien
Effectivement, ça peut arriver que le transporteur abîme le bien lors de la livraison, mais on peut vous faire une réduction ou on peut vous l'échanger si vous le souhaitez. Voilà, là, on est vraiment dans la discussion, la compréhension, l'empathie, l'écoute active. Voilà, on ne parle pas d'argent tout de suite. Et surtout, moi, je trouve lors des relances téléphoniques, encore une fois, bon, on dit le client est roi, hein, mais bon, tout est relatif. Mais éviter les termes comme oui, mais. Parce que c'est des termes où, en fait, inconsciemment, votre interlocuteur va penser que vous remettez en cause son propos et que vous vous désintéressez de lui. Donc, on évite ce genre de mots parasites. Vous reformulez ce qu'il dit, vous reformulez son problème, vous êtes dans l'écoute active, et voilà. Et après, une fois que vous avez résolu ce problème commercial, donc lors de cet appel, vous ne parlez pas forcément d'argent, encore une fois, vous résolvez ce problème commercial, vous rappelez votre client, s'il ne vous a toujours pas payé, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a résolu le problème commercial? Bah, l'argent, il arrive sans qu'on ait rien à faire, sans qu'on ait envoyé de relance, sans qu'on ait rappelé la personne. Si ce n'est pas le cas, vous la rappelez, vous lui dites « Ah, bah voilà, on a résolu, voilà, on vous a fait l'échange du produit, mais on a toujours malheureusement, pour le coup, nous n'avons pas reçu le paiement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser la personne proposer dans un premier temps ce qu'elle propose. Quand est-ce que vous lui dites, voilà, quand est-ce que vous pensez que vous ferez le paiement? Et généralement, ce qui est pas mal, c'est de lui dire, donc vous la laissez proposer, mais après, vous suggérez votre solution, si vous la considérez comme inapplicable. Par exemple, je sais pas, j'ai un bien qui vaut 100 euros. Ah bah, vous comprenez que voilà, si vous payez 10 euros par mois, ça entraîne pour nous beaucoup d'administratifs et votre dette, elle sera pas payée avant quand même plusieurs mois. Est-ce qu'il est possible plutôt de nous régler une partie de la somme voilà, d'ici demain ou avec un échelonnement sur 3 mois plutôt que 5 ans à 10 euros, quoi. Encore une fois, c'est laisser la personne proposer et vous lui montrez que vous avez de l'intérêt et de l'écoute pour elle, et en même temps, vous êtes ferme sur vos positions et sur vos capacités. Ça, il faut être clair là-dessus. Et, et à votre tour, vous pouvez proposer une solution. Et à la fin, donc quand vous concluez, vous reformulez déjà. Vous êtes précis, vous êtes concret, et surtout, vous laissez un écrit pour prouver votre engagement. C'est-à-dire qu'une fois l'appel terminé, je recommande fortement de faire un mail pour lui dire voilà, suite à notre appel téléphonique, nous avons convenu d'échanger le bien qui a été abîmé pour le vôtre. Vous m'avez indiqué que vous allez payer dans 8 jours, etc., à la réception du nouveau colis. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, etc. Donc voilà. C'est vraiment des éléments. La conversation, enfin la relance téléphonique, encore une fois, c'est quelque chose de très difficile pour certains, mais qu'il ne faut pas repousser. Parce qu'encore une fois, c'est la meilleure façon d'obtenir un recouvrement. Les résultats sont beaucoup plus rapides. Et d'un point de vue commercial, honnêtement, c'est toujours mieux vu que de recevoir une lettre de relance. Si déjà vous appelez pour lui dire, pour lui demander si la personne elle a été satisfaite, commercialement parlant, ça sera quand même nettement mieux que d'attendre de lui envoyer une première relance écrite. Voilà, vous avez reçu votre bien, maintenant je veux mon argent, point terminé, quoi.
Donc voilà, c'est un ensemble, c'est de la relation, c'est du commercial, c'est de l'humain. Mais encore une fois, il y a 3 points. Il faut rester donc calme, clair, poli. Vous vérifiez la personne que vous avez en face, vous reformulez, vous vérifiez sa satisfaction. C'est comme ça déjà, encore une fois, que vous pouvez vérifier si oui ou non, bah, est-ce que par hasard, ça serait pas une cause du retard de paiement? Par hasard. Vous évitez les oui mais, les mots parasites. Vous évitez évidemment les phrases frontales. Enfin, n'abordez pas, ne vous mettez pas vous-même dans la sauce en abordant des points. Quand bien même la personne, on est donc sur une personne de mauvaise foi ou sur un dominant, etc. Ne mettez pas les deux pieds dans le plat. Ah bah oui, mais la dernière fois, vous m'aviez dit que vous serez beaucoup plus réactif sur les paiements et je note que c'est pas le cas. Non, parce que là, vous allez bloquer la personne. Vous allez la braquer. C'est de l'ego, tout simplement. Et encore une fois, l'objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir le paiement. Donc, ne braquez pas la personne avec des phrases, quand bien même elle vous démange, et je le comprends, mais c'est pour ça que le script, c'est pas mal parce que ça vous permet de un peu de déjà de ne pas oublier des points et ça vous permet d'éviter de sortir dans des zones un peu perdues et de perdre votre relance, hein, très clairement, voire d'entacher la relation commerciale de manière très compliquée. Voilà, après vous laissez donc le client, on a dit, proposer l'engagement, mais également vous proposez une solution si ça ne s'adapte pas, etc. Et on conclut, on laisse un écrit et une preuve. Voilà, je crois n'avoir rien oublié là-dessus. Ouais, non, c'est bon. Et donc, ensuite, alors, comment donc on met en place, on organise tout ça? Donc tout simplement, vous prévoyez votre calendrier. Alors moi, ce que j'aimais bien faire, c'est catégoriser les clients par risque de retard en tout bêtement 3 catégories, hein. Bon risque, mauvais risque, danger. Évidemment, si c'est un nouveau client, il est par définition en bon risque. Vous ne pouvez pas le cataloguer autrement que dans cette catégorie. Et en fonction de ces calendriers, en fonction de cette catégorie, moi, je me prévois des calendriers de relance adaptés, c'est-à-dire que forcément, plus on descend vers le danger, plus la relance, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un mauvaise foi, sur quelqu'un qui est compliqué, plus les relances seront rapides, les échéances beaucoup plus courtes entre les relances. Et si vous êtes en bon risque, vous pouvez vous permettre d'étaler toute la procédure de recouvrement sur un mois et demi de retard, au-delà de la date d'échéance prévue, hein. Je parle toujours en plus 30 jours de retard, enfin plus X jours de retard par rapport à votre échéance prévue, hein. Donc voilà. Donc vous prévoyez un calendrier de relance type avec des rappels. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir pour le coup, il y a beaucoup d'outils CRM qui prévoient ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant de regarder. Il est important aussi, parce que je le vois, et malheureusement, c'est encore quelque chose qui est négligé, les fiches clients. Si vous ne les remplissez pas et qu'il y a un problème, c'est simple, votre argent, il est perdu. S'il n'y a pas au minimum le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse postale de la personne, comment voulez-vous, le jour où ça arrive, quand bien même c'est un client, un très bon client, etc., le jour où il y a un retard avec lui, comment voulez-vous le relancer si vous n'avez pas ces informations-là? Donc, ça, c'est vraiment les fiches clients, ne les négligez pas. Et évidemment, le suivi de vos factures. J'aimerais également insister dessus, sur le fait, et ça j'en avais parlé pendant mon précédent atelier, si vous commencez déjà
par envoyer des factures en retard, ne vous étonnez pas que le paiement soit en retard. Une facture, elle intervient quand? Elle intervient à la livraison du bien ou à la fin de la prestation de service. Donc, déjà, soyez réactifs sur ces moments-là. Faites pas une prestation et puis vous envoyez la facture 15 jours après. Parce que c'est déjà 15 jours de retard sur votre paiement. Et donc 15 jours de manque de trésorerie sur votre besoin en fonds de roulement. Vous vous mettez vous-même dans la sauce. Donc soyez, pour le coup, intraitable sur ce suivi-là. Ensuite, encore une fois, comme je le disais, identifier les contacts. Parce que le dirigeant n'est pas toujours celui qui met en paiement. Typiquement, vous travaillez avec une TPE, une PME où il y a un service comptable dédié. Le dirigeant, entre guillemets, c'est pas lui qui gère, donc en fait, il s'en fout. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à obtenir le numéro ou l'adresse mail de la personne qui mettra en paiement votre facture. Voilà. Et pareil si, par exemple, on travaille avec le service public, ce que je ne recommande évidemment surtout pas, parce que c'est simple, hein, l'État est le premier, est le mauvais payeur le plus flagrant en France. Hein. Donc, surtout, ne faites pas ça. Ou vous vous mettez au devant des problèmes, entre guillemets. Mais voilà, il peut y avoir des services ou alors dans des grandes administrations, des machins, il faut identifier le service, le bureau, la personne qui mettra en paiement votre facture. C'est très important. Après, pareil, si la créance, elle est ancienne et que vous décidez, ça y est, c'est la rentrée, je prends des bonnes résolutions, je vais faire tout mon recouvrement, c'est bien, c'est très bien, mais on ne reprend pas la procédure depuis le début. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à appeler la personne si c'est une créance qui date d'il y a 2 ans. Vous n'allez pas commencer à appeler la personne pour savoir si elle a été satisfaite du produit ou lui faire une simple relance écrite. Coucou, on est ouvert à la négociation, mais c'est bizarre, on n'a toujours pas reçu le paiement. Non, là, on part en mise en demeure directe. Et après, on va sur de l'injonction de payer, sur du contentieux, etc. C'est évidemment, on adapte à l'ancienneté de la créance. Et enfin, ce qui est intéressant pour vous, c'est de mesurer l'efficacité de votre procédure, hein, tout simplement le taux de recouvrement, votre délai moyen de paiement client. Voilà, vous regardez le chiffre d'affaires, le nombre de créances clients qui sont encore non payées, votre chiffre d'affaires, vous faites le ratio, voilà, le taux de recouvrement, le nombre de créances clients sur la totalité de votre chiffre d'affaires. Voilà, c'est bien d'avoir un petit suivi pour vous rendre compte des choses. C'est très important. Et pour, du coup, conclure, donc pour conclure et pour revenir sur les bonnes pratiques, donc déjà, on prépare des relances, entre guillemets, écrites, honnêtement, vous embêtez pas, vous reprenez des modèles, vous adaptez à une petite phrase ou deux, vous reprenez surtout les bonnes catégories, le rappel de la facture, le rappel de l'échéance, le nombre de jours de retard, les pénalités auxquelles la personne va devoir faire face, l'ouverture à la négociation. Alors attendez, je suis désolée, j'ai un problème de batterie que j'avais pas prévu. Hop là. C'est vu du direct. Je vais surtout éviter de me débrancher avant que. C'est bon. Voilà. Voilà, au moins, il n'y a pas de risque. Et donc pour conclure, je le disais, donc voilà, vous reprenez un modèle, vous respectez les parties que j'ai énoncées précédemment. Et comme ça, après, c'est entre guillemets de l'automatisme. Voilà, la mise en demeure, pareil, vous la faites bien cadrée. Et encore une fois, c'est une rupture, mais ce n'est pas une menace. Sur les appels,
vous préparez votre appel. Mais vraiment, ça doit vous prendre au moins une demi-heure de préparer votre appel. Vous regardez la personne que vous avez en face, vous reprenez les éléments d'information que vous avez eus, tous les mails, que peut-être vous lui avez fait, les relances que vous avez envoyées. Si vous avez possibilité, si vous le connaissez, est-ce que par hasard, vous savez distinguer quel caractère il a? Comment l'aborder? Vous préparez votre script. Qu'est-ce que je dis en premier? Enfin, c'est bête, hein, mais bonjour, bonjour, satisfaction client, voilà, rappel, comprendre pourquoi toujours pas payé, le laisser proposer une solution, proposer la vôtre, conclure et encore une fois, surtout, un rappel écrit suite à la relance. Et donc, cette procédure que vous mettez en place, ça doit être quelque chose de préparé, de continu. C'est pas du feeling. C'est de l'humain, c'est à adapter, et cetera, mais vous devez être clair sur votre procédure. C'est pour ça que, pour moi, vous devez avoir un calendrier de recouvrement. Donc, moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est l'adapter à 3 catégories de risques clients. Mais bon, si déjà vous voulez juste vous en faire un, on est déjà content. Mais voilà, c'est quelque chose qui est à préparer, qui est à mettre en place. Il faut que vous vous bloquiez des moments, alors que ça soit déjà pour la facturation, comme je disais la dernière fois, si déjà votre facture, vous mettez 15 jours à la sortir, vous étonnez pas du retard. Donc là, c'est pareil. Non seulement vous bloquez des moments de facturation, mais vous vous bloquez des rappels, des sessions de procédure de relance, où vous faites que ça. Et il n'y a qu'avec un suivi régulier, continu et encore une fois insistant, que vous arriverez à obtenir le recouvrement de vos créances. Encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. On est dans une situation économique qui est très compliquée et qui va clairement pas s'améliorer sur les prochains mois à venir. On va être honnête. Donc les TPE sont les plus concernés, d'autant plus, encore une fois, que c'est généralement les personnes qui sont toutes seules aux commandes. C'est le dirigeant fait à la fois la production et l'administratif. Donc, il faut être méthodique, il faut être organisé, il ne faut pas vous perdre là-dessus, parce que vous aurez beau avoir la meilleure idée du monde, la meilleure activité du monde, et vous aurez plein de clients. Si vous n'êtes pas régulier sur la chose, dans 6 mois, c'est la fin. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Encore une fois, j'avais fait un rappel sur l'intérêt du besoin en fonds de roulement. C'est simple, hein, la trésorerie ne rentre pas, il n'y a pas d'investissement derrière, et vous-même, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs. Hein. Et la cessation de paiement arrive beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais il faut en avoir conscience et il faut ne pas faire le surpris. Voilà, si vous avez une procédure qui est claire, qui est précise et que vous êtes organisé sur votre semaine, sur la façon de faire, sur la facturation, sur le recouvrement, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, il faut prendre cet automatisme-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous remettre mes éléments de contact si besoin. Donc peut-être, ah oui, j'ai peut-être oublié de me représenter, hein, mais moi je travaille donc au cabinet Afigec. Je suis alors désormais expert comptable diplômé, hein, et donc chargée de mission dans ce cabinet. Et donc moi le recouvrement, la gestion de trésorerie, c'est vraiment ma spécialité. Donc vous pouvez, voilà, vous avez mes éléments de contact si vous avez des questions, si voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn pour qu'on discute sur votre situation, sur les choses à mettre en place. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Merci beaucoup Laure. Du coup, je remettrai les coordonnées dans le chat aussi après, qu'on peut retrouver en replay du coup quand on regarde le chat, on peut avoir tous les liens de manière active. Merci beaucoup pour Parfait. tous ces éléments concrets, très
très précis, dense, avec des exemples et tout, c'est cool. On retient surtout que c'est une question finalement de préparation et d'organisation, Ouais. et puis d'oser prendre contact directement plutôt que d'envoyer simplement des mails. L'histoire du téléphone, c'est vrai que c'est hyper important et à pas négliger finalement dans ce qu'on entend, Voilà. ton C'est de intervention. l'humain, donc ça sera toujours bah, déjà, enfin même encore une fois, commercialement parlant, je préfère quelqu'un m'appelle pour, aborder la problématique en direct plutôt que de recevoir, un courrier et puis même la sensation de recevoir un courrier, c'est comme la lettre des impôts. Ouais, C'est c'est pas agréable. On voit le truc, on sait ce que c'est et c'est pas agréable. Alors que si on appelle, bah, ça va être, «Ah bah, voilà, est-ce que vous avez satisfait? Machin, tout va bien? La famille, les copains, les trucs. Au fait, j'ai oublié je crois pas avoir vu le paiement, est-ce qu'il y a eu un problème ou pas, quoi?» Ça reste de l'humain et commercialement parlant, pour vous, ça sera forcément déjà un plus rapide et beaucoup plus agréable. oui, puis au-delà de ça, alors que ça soit le courrier ou même le mail, hein, ça peut toujours être mal interprété, mal, «pris» entre guillemets, C'est ça, que de vive voix, l'approche peut être différente et puis on peut s'adapter vraiment à la personne, quoi. Sans c'est ambiguïté, je veux ça. dire. Mmh. OK, super et ben, merci beaucoup Laure. Donc on peut te retrouver, sur, LinkedIn et aussi sur Insta, je crois, si je dis pas de bêtises? Oui, maintenant j'ai créé mon compte professionnel. Alors vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment orienté gestion de trésorerie. Mmh. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Mind Your Cash, donc MIND plus loin, your, et donc cash. Et c'est vraiment, tout ce qu'il faut savoir sur le recouvrement justement, sur la gestion de trésor de manière générale, et même plus loin sur la gestion des stocks, comment optimiser ses délais fournisseurs, et cetera. Donc n'hésitez pas et surtout je réponds à toutes les questions sur, toutes les plateformes, possibles et inimaginables donc le plus gros risque, c'est de ne pas oser te poser de questions, surtout. Donc, OK. n'hésitez pas, ça coûte rien. Et ben, merci beaucoup encore une fois et puis, à chacun, d'entre vous de vous saisir de ce sujet et vous avez une interlocutrice, pour aller plus loin si besoin par mail, par téléphone, sur LinkedIn, sur Instagram. Saisissez-vous effectivement de ces biais de contact et on se dit à la prochaine. Super, à bientôt. À bientôt.